Bonjour à tous, je m'appelle Daniela Mojakari. Je suis associée de projet en financement de la santé à l'Institut tropical et de santé suisse, basé à Bâle. Et je travaille sur plusieurs projets en financement de la santé et surtout en fait avec les projets Oponimis, donc les projets avec l'initiative et aussi la mise en œuvre en Mauritanie et en ce moment au Cameroun avec le chèque santé et le nouveau projet Backup Malaria. Avec l'initiative, je travaille surtout sur justement le sujet des renforcements des capacités. Et là, récemment, on a publié un nouveau cours en ligne qui s'appelle Introduction to Oponimis. Donc, c'est sur ça que j'ai travaillé. Voilà, merci. Je suis Claudia Kebefa, point focal Oponimis pour la région du centre. En plus de cela, je travaille en tant que cadre d'appui sur le projet HIV User Fees au Cameroun. OK. Alors, peut-être qu'on peut regarder l'agenda, la prochaine slide. Voilà. Alors, on va faire, Jean-Brice a déjà fait la présentation des objectifs. Ensuite, on va parler de cette nouvelle approche point focal Oponimis. Et ensuite, regarder justement les activités de renforcement des capacités de l'initiative Oponimis et plus particulièrement la communauté Toumaï. Et en fait, on va voir ce qui existe déjà pour créer un sorte de guide pour le point focal Oponimis avec la documentation et les outils qui existent déjà, mais aussi identifier la documentation peut-être qu'on doit créer, en fait, pour créer un guide complet. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie qui va se concentrer sur la méthodologie des formations utilisateurs. Et en fait, ça, comme on va l'expliquer, c'est un peu une activité clé d'un point focal Oponimis. Et ensuite, Claudia va présenter son expérience en tant que point focal au Cameroun et un peu de ce qu'elle a fait en termes de formation et de dépannage utilisateur. Et ensuite, à la fin, on a un petit peu de temps pour questions-réponses. Voilà, on peut passer à la prochaine slide. Alors, la communauté Toumaï souhaite améliorer en général l'offre des outils de renforcement des capacités en français pour augmenter la maîtrise de l'outil Oponimis. Et pour ce webinaire, on a choisi 4 objectifs spécifiquement. Donc, on veut présenter une approche point focal Oponimis dans les pays. On veut présenter la documentation pour le renforcement des capacités d'initiative Oponimis et plus particulièrement qui peuvent contribuer à un guide pour un point focal. Et ensuite, présenter une approche générique aux formations utilisateurs et finalement partager l'expérience des pays. Là, comme exemple, on aura le Cameroun avec le programme HIV User Fee Exemption. Voilà, alors, point focal, Oponimis, on peut passer, voilà. Alors, l'idée de ce webinaire, comme j'ai décrit dans les objectifs, c'est d'essayer de formaliser un potentiel rôle de point focal Oponimis dans les pays. Et d'un point de vue général, un point focal serait une personne vers laquelle converge la connaissance Oponimis qui est mise à disposition des différents utilisateurs d'Oponimis. C'est une personne ressource qui peut faciliter les formations des utilisateurs finaux dans les pays et aussi assister les utilisateurs en cas de problème, donc un dépannage utilisateur en fait. Et le point focal a aussi un rôle de partage d'expérience, donc elle sert de passerelle entre la communauté globale et la communauté nationale et peut partager son expérience entre pays ou même au sein d'un pays. Prochaine slide. Donc, on veut ici faire quand même une différence entre une fonction et un rôle. On ne voit pas vraiment le point focal Oponimis comme une fonction, mais plutôt un rôle. Donc, la différence, c'est qu'un rôle est joué par quelqu'un dans une situation particulière de test ou de mise en œuvre d'Oponimis, alors que la fonction est le devoir de quelqu'un qui découle en fait souvent d'un accord formel ou d'un contrat.
Quelqu'un qui a une fonction OpenIMIS peut bien sûr aussi jouer le rôle de point focal, mais ce n'est pas une condition. Prochaine slide. Ouais. Donc, l'avantage d'un point focal, c'est que cette personne aura des interactions régulières avec les utilisateurs du logiciel et les différentes communautés nationales et internationales, et peut donc proposer, par exemple, des modifications des exigences d'OpenIMIS afin qu'ils reflètent mieux les besoins, des opinions sur les modifications prévues du logiciel et des améliorations de la méthodologie de déploiement d'OpenIMIS. Donc ça, c'est en fait un peu l'idée derrière cette approche point focal OpenIMIS. Là, on va regarder un peu plus en détail, donc, comment est-ce que la communauté Toumai peut contribuer au développement de ce rôle. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Moi, je pense que la valeur ajoutée principale, c'est vraiment de faire ce lien entre les utilisateurs finaux et l'initiative OpenIMIS pour, en fait, finalement, améliorer l'outil. Nous, quand on aide avec une mise en œuvre d'OpenIMIS dans les pays, bien sûr, des fois, c'est… Moi, par exemple, je fais partie de la communauté de Implementers Committee, et là, je donne oui, je update régulièrement les participants sur ce qu'on est en train de faire, mais ça serait encore mieux d'avoir une personne vraiment du pays qui peut lui-même en fait de partager son expérience et partager l'expérience des utilisateurs. Je pense que ça, c'est vraiment la valeur ajoutée d'avoir ce lien direct entre les utilisateurs finaux dans le pays et la communauté. Oui, alors maintenant, on passe à la partie documentation. Donc, juste pour un peu rappeler, le renforcement des capacités des membres, c'est une activité centrale pour la communauté Toumai et l'initiative OpenIMIS en général. Voici sur cette diapo la description de la communauté qui précise qu'elle est chargée de fournir des informations et un soutien au programme de financement de la santé dans un certain nombre de pays francophones qui se préparent à mettre en œuvre ou exploiter le logiciel. La communauté fournit également une plateforme d'apprentissage partagée entre les représentants des régimes d'assurance de divers pays. Et la communauté Toumai est soutenue par l'initiative mondiale OpenIMIS qui apporte un soutien technique et institutionnel. Donc, ces objectifs, en fait, se traduisent dans plusieurs types d'activités. On peut passer à la prochaine diapo. Ouais. Donc, des réunions régulières, des webinaires spécialisés comme aujourd'hui, de la recherche ou de la production d'articles sur des sujets plutôt plus spécialisés, et de la documentation et des outils. Et en fait, c'est à travers ces activités que la communauté va contribuer à l'établissement de points focaux OpenIMIS dans différents pays. On peut passer à la prochaine diapo. Ouais. Alors, juste pour peut-être montrer ce que l'initiative a déjà fait, a déjà créé ce répertoire pour tout le matériel de renforcement des capacités. Et il y a aussi de la documentation en français. Donc, vous voyez là, on fait la différence entre la langue. Mais bien sûr, ce répertoire est encore très générique. Et on veut trouver en fait un moyen de regrouper les éléments importants pour un point focal. La prochaine slide aussi, c'est une liste générale de documentation qui a été produite par l'initiative OpenIMIS. Et l'idée, c'est de consolider ces différents éléments pour créer un guide point focal. Donc, on a déjà de la documentation. On ne doit pas seulement consolider ce qui existe déjà, mais aussi identifier les éléments manquants. Sur la prochaine diapo. Donc, il existe des documents et outils en anglais, par exemple, qu'on peut traduire en français et ajouter au guide, mais il y a peut-être des nouvelles idées à ajouter pour créer un guide point focal plus complet. Donc, ça, c'est une activité qu'on doit faire, c'est identifier quels sont les éléments manquants pour un point focal.
La prochaine diapo présente un premier draft d'une structure pour le guide point focal avec les différents outils et matériels pour chaque étape. Et peut-être, si tu me permets encore, avant de rentrer dans les détails du guide, une question serait celle de savoir si un point focal doit nécessairement avoir des connaissances en informatique. Ouais, alors pas forcément. On va voir ça aussi avec la structure du guide parce qu'il y a une partie informatique. Mais c'est toujours bien sûr, d'avoir des connaissances, en tout cas de base, en tant que point focal. Mais tant qu'il y a une autre personne au sein du régime qui s'occupe, par exemple, de la maintenance du logiciel, un informaticien, le point focal n'est pas obligé, je pense, d'avoir ces connaissances. Tant qu'il sait bien utiliser le logiciel, ça, c'est vraiment le plus important. Après, c'est toujours bien, mais ça dépendra du contexte. Dans certains contextes, ça sera la même personne qui s'occupe des formations, par exemple, et qui a aussi des bases, enfin des connaissances informatiques. Et des fois, on peut peut-être imaginer deux points focaux, un qui se concentre plus sur la partie mise en œuvre et l'autre plutôt sur la partie IT. Ça, c'était, comme je disais avant, un premier draft d'une structure pour le guide point focal avec les différents outils et matériels pour chaque étape. On commence par, bien sûr, une introduction générale à OpenMIS. Et là, on peut passer à la prochaine slide qui donne un peu plus une vue d'ensemble sur ce qu'on a. J'ai mentionné avant qu'avec l'initiative, on a développé un cours en ligne en anglais qui s'appelle Introduction to OpenMIS. Voici un screenshot en fait de ce cours. C'est un cours en ligne modulaire qui donne une vue d'ensemble du logiciel et de la communauté globale. Donc, c'est en fait un bon point de départ, on va dire. Mais bien sûr, en ce moment, il n'existe qu'en anglais. Il y a aussi des vidéos sur YouTube qui s'appellent Training Resources. C'est des vidéos en ligne qui donnent une introduction plus concentrée sur les fonctionnalités d'OpenMIS. Une chose à dire, c'est aussi comme on a la nouvelle version modulaire maintenant, il y a sûrement certaines documentations ou certains outils qu'on va devoir mettre à jour parce que ces vidéos, par exemple, couvrent la version historique, mais elles sont aussi en anglais. Donc ça, c'est des exemples en fait de documentation ou d'outils pour en fait juste s'introduire au logiciel. La deuxième étape serait vraiment de se plonger dans l'utilisation du logiciel pour finalement savoir comment utiliser en fait OpenMIS. Là, on a par exemple le serveur démo qui existe aussi en français. C'est une version démo d'OpenMIS avec un accès ouvert. Sur la page wiki, on a une page qui s'appelle Demo Server Script, qui est pour l'instant qu'en anglais. Mais en fait, c'est un script à suivre pour s'entraîner sur le serveur démo. Et finalement, on a la documentation OpenMIS, le manuel utilisateur, qui existe aussi en français. C'est un manuel utilisateur détaillé de chaque fonctionnalité. Quand la personne en fait sait comment utiliser le logiciel, il faut aussi comprendre comment on met en œuvre OpenMIS d'un point de vue un peu plus général. Donc là, on a par exemple pas mal de ressources déjà en français qui ont été traduites. Les étapes de mise en œuvre, c'est une description en fait générique, on va dire, de comment mettre en place OpenMIS dans un pays. On a un outil pour l'étude de faisabilité, donc comment en fait faire une étude de faisabilité pour l'utilisation d'OpenMIS, et aussi un outil pour l'estimation des coûts. Donc ça, c'est un outil Excel pour estimer les coûts engendrés par une mise en place d'OpenMIS dans un pays. J'ai mentionné avant qu'on a ajouté un chapitre, on va dire IT, et ça, c'est comment installer et maintenir le logiciel, l'étape 4.
On a un guide installation et personnalisation en anglais. C'est une description détaillée de comment installer et personnaliser le logiciel aux besoins du pays. Et ce qu'on appelle le Starter Kit développeur. Et ça, c'est des vidéos sur les bases IT pour installer et maintenir le logiciel. Alors, un point important pour ces documentations informatiques, c'est comme j'ai mentionné avant, on a la nouvelle version modulaire qui arrive. Et du coup, ces outils sont en train d'être mis à jour pour qu'elles soient applicables à la nouvelle version modulaire. Donc, ça prendra peut-être un petit peu de temps avant d'avoir ces ressources en français aussi. Mais voilà. Donc, la dernière étape, c'est l'étape 5, savoir former les utilisateurs. On aura bien sûr les diapos de ce webinaire aujourd'hui qui vont être mises à disposition. Et il y a même d'autres diapos en anglais qui s'appellent Generic Training Approach. C'est des diapos génériques qui peuvent être utilisés lors de la préparation d'une formation. Donc, voilà les 5 étapes qu'on a pour l'instant dans le guide Point Focal Oponimis. Mais ça va être tout un processus pour le développer et pour l'améliorer, pour le mettre à jour et vraiment le finaliser pour qu'il soit au complet. Donc voilà, on peut passer à la prochaine étape. Alors, le manuel utilisateur, il est très détaillé sur les fonctionnalités d'Oponimis. Donc, par exemple, il décrit vraiment chaque champ, chaque bouton et ce qu'il fait en fait. Mais il ne va pas au-delà. Il n'y a pas d'informations sur comment mettre en œuvre Oponimis, comment l'installer, comment faire des formations, etc. C'est pour ça que c'est juste une partie du guide. Donc, il est vraiment important pour savoir toutes les fonctionnalités, comment vraiment s'approprier l'outil et comment l'utiliser. Mais on sait bien que Oponimis, oui, c'est un outil, c'est un logiciel, mais il y a plein de choses autour pour vraiment qu'il puisse être fonctionnel et pour qu'on puisse l'utiliser dans un contexte d'un pays. Le passage à la prochaine étape du webinaire, c'est le support utilisateur et les formations utilisateurs. Donc, les formations, c'est l'étape 5 des étapes de mise en place d'Oponimis. Elles viennent après la configuration du système et c'est la dernière étape avant de réellement pouvoir commencer avec le pilote ou l'utilisation réelle d'Oponimis. Donc, le but, c'est bien sûr de former différents acteurs sur comment utiliser le logiciel pour accomplir leurs tâches. Et c'est vraiment une étape fondamentale pour une mise en place réussie d'Oponimis. Chaque formation doit bien sûr être adaptée au contexte. Ça, c'est un autre point important. On peut, bien sûr, comme on le fait aujourd'hui avec ce webinaire, partager des expériences, partager une approche générique aux formations. Mais à chaque fois, les formations doivent quand même être adaptées au contexte du pays. Parce que, premièrement, Oponimis, on le sait très bien, c'est un logiciel open source qui est flexible. Donc, en général, pour chaque mise en œuvre, on va faire une sorte de personnalisation au logiciel. Donc, le logiciel qui est utilisé au Cameroun ne va pas être exactement le même que celui qui est utilisé au Tchad. Et deuxièmement, les procédures ou les processus du régime ne sont pas les mêmes aussi dans les pays. Donc, c'est pour ça que chaque formation doit quand même être adaptée au contexte. On peut passer à la prochaine slide. Donc, les formations devraient idéalement être réparties entre différents groupes d'acteurs, selon la structure de mise en œuvre choisie, couvrant les aspects pertinents pour chaque groupe. Donc, idéalement, l'approche serait de combiner la formation des acteurs sur les processus et sur l'utilisation de l'outil. Nous, on identifie généralement 4 groupes d'acteurs à former. Il y a les administrateurs du serveur, donc une formation plutôt IT, administrateurs du système, le personnel du régime et ensuite, le 4e groupe qui est très important, le personnel des établissements de santé.
Alors, pour la formation des administrateurs du serveur, elle concerne en fait les aspects de gestion technique et IT du logiciel. On recommande en général qu'une ou plusieurs informaticiens soient embauchés par le régime pour gérer le logiciel. Et ensuite, il faut former ces personnes. Donc, cette formation doit inclure la gestion du serveur, des aspects de sécurité, la gestion des services web, la gestion des applications mobiles si elles sont utilisées, et les activités diverses de maintenance du logiciel. Ensuite, la formation des administrateurs du système dote l'équipe cadre du programme avec les compétences nécessaires pour gérer le système et sa base de données. L'accent sera mis sur le module d'administration d'OpenIMIS pour la gestion des registres, comme par exemple les FOSA qui sont accrédités, les changements des prix, la création des comptes utilisateurs, etc. Mais on donne aussi une vue d'ensemble sur toutes les fonctionnalités, au cas où ils doivent donner un dépannage utilisateur. À part l'équipe cadre, il faut aussi former tous les employés du régime d'assurance qui devront utiliser OpenIMIS pour leur travail. Les acteurs à former dépendront du contexte du pays, mais en général, on identifie les rôles suivants. Donc, il y a les agents d'affiliation, les médecins conseils ou contrôleurs médicaux, le personnel régional, le RAF, etc. Et donc, idéalement, on divise aussi les formations par acteurs ici. Donc, les agents d'affiliation, par exemple, on va se focaliser sur les procédures d'adhésion. Pour les médecins conseils, on va se focaliser sur les procédures de vérification des demandes de remboursement, etc. Et finalement, les établissements de santé sont très importants pour la mise en œuvre d'OpenIMIS et sont généralement impliqués dans les tâches telles que l'identification des patients et la soumission des demandes de remboursement. Alors, nous, on recommande en général que par FOSA, 3 personnes soient formées. Un réceptionniste ou secrétaire qui va prendre en charge le patient et l'identifier dans la base de données. Un gestionnaire de remboursement ou opérateur de saisie qui va entrer les prestations dans le logiciel et les soumettre pour vérification. Et ensuite, un médecin qui pourra appuyer l'opérateur de saisie pour les questions médicales. Un point important à considérer, surtout pour les formations des FOSA, c'est de faire une petite enquête en avance, avant les formations, sur les compétences informatiques des participants. Surtout pour savoir en fait le point de départ de la formation en termes de l'utilisation des ordinateurs ou smartphones. Juste pour qu'on sache en fait avant la formation où est-ce qu'il faut commencer. Est-ce qu'il faut vraiment commencer avec les compétences de base, donc comment utiliser un smartphone ou un ordinateur, ou bien est-ce que c'est vraiment, on commence avec les fonctionnalités OpenIMIS. Donc sur la prochaine diapo, j'ai mis quelques questions clés pour l'organisation de formation, mais il y en a sûrement d'autres. Hein. Quels sont les groupes à former? Combien de FOSA doivent être formés? Combien d'utilisateurs par groupe doivent être formés? Combien de personnes est-ce qu'on peut former par session? Quel est le matériel nécessaire? Et bien sûr, très important, quel est le budget par formation cohorte? Alors, voici un contenu standard d'une formation. Donc, il faudra, comme j'ai expliqué, dans chaque contexte de pays et pour chaque type de formation, en fonction des participants, ajuster le contenu. Mais en général, on commence par une introduction sur OpenIMIS pour ceux qui ne connaissent pas encore le système. Donc, son histoire, ses fonctionnalités de base, des informations sur l'initiative globale, etc. Ensuite, on donne un aperçu sur la structure organisationnelle du programme et une explication des rôles et responsabilités de chacun. La communication des données dans OpenIMIS est décrite et pour que les participants puissent en fait comprendre l'interaction avec le serveur central, ce qui est important surtout dans le cadre de l'utilisation hors ligne. L'administration d'OpenIMIS avec les différents registres sont présentés.
Donc, en fait, comment construire le régime d'assurance dans le logiciel. Et ensuite, on arrive aux différentes procédures qui vont être décrites en détail en utilisant les différents outils de gestion papier du régime, donc par exemple carte d'assurance, fiche d'adhésion, fiche de soins, etc. Et en fait, c'est important que les participants comprennent tout le processus depuis le début à sa fin, en utilisant les différents outils pour comprendre où intervient Oponimis. Pour la méthodologie, le déroulement, en fait, c'est en général, on commence par la théorie. On peut passer à la prochaine slide. Merci. Donc, oui, on commence par la théorie, on fait en général une démonstration et ensuite, il y a les exercices pratiques. On recommande en général pas plus de 15 à 20 personnes par cohorte. Et comme j'ai expliqué avant, c'est bien aussi de séparer les formations en fonction des rôles, mais quand même expliquer les interactions avec d'autres rôles pour comprendre en fait tout le déroulement du processus. Mais on se concentre quand même sur les parties qui sont les plus pertinentes pour chaque groupe. Et bien sûr, on utilise le matériel de formation en fonction des besoins. Je vais aussi vraiment mettre un accent sur l'importance des exercices pratiques parce que les exercices pratiques donnent l'opportunité aux participants de vraiment s'approprier l'outil. Et c'est là, en fait, en général, où les questions arrivent. C'est quand on utilise qu'on commence à poser des questions et qu'on finalement apprenne à utiliser l'outil. Et comme je l'ai expliqué avant, c'est très important de pratiquer le processus du début à la fin en utilisant tous les outils. Pas seulement Oponimis, mais aussi s'approprier les outils papier s'il y en a, mais en général, quand même, il y en a dans pour certaines procédures, on va dire, et savoir où Oponimis, où la partie digitale intervient. Il y a bien sûr plusieurs exemples d'exercices pratiques. On peut être un peu imaginatif. Il y a des jeux de rôle, des scénarios, des quiz, etc. Et je vais juste finir avec la dernière diapo de ma partie sur l'assistance technique Oponimis. Donc, avant la fin de la formation, il est important que les participants sachent quoi faire en cas de difficulté d'utilisation. Comme je l'ai expliqué avant, la formation, c'est vraiment la dernière étape avant que Oponimis soit utilisé vraiment en réalité, que le pilote puisse commencer. Et ceci, en fait, peut se faire sous la forme d'une présentation de la structure de support, comme montré sur cette diapo. La structure exacte, bien sûr, dépendra de l'ampleur de la mise en œuvre, si c'est un pilote, si c'est une mise en œuvre régionale ou nationale. Et dépendra aussi de la structure organisationnelle, mais aussi des préférences, surtout par rapport à l'utilisation des outils. Donc là, j'ai mis un exemple d'une structure de support technique de 3 niveaux, donc un dépannage utilisateur, un support IT et un support expert, avec différents outils. Donc, on peut utiliser WhatsApp, un appel téléphonique, Jira, un chat Zoom, un chat Skype. Ça dépendra aussi, par exemple, de la connexion Internet à différents niveaux. Mais oui, ça, c'est juste pour dire que à la fin de la formation, c'est quand même important d'expliquer aux utilisateurs quoi faire en cas de problème. Voilà, merci. Là, je vais partager l'expérience du Cameroun parce qu'il faut le dire, en février, le Cameroun, diapo s'il vous plaît. Donc, le Cameroun a pris l'engagement depuis 2020, fin 2019-2020, de pouvoir implémenter la politique HIV User Fees. Alors, que veut cette politique? Cette politique veut que les personnes vivant avec le virus du sida au Cameroun vont dans les formations sanitaires et reçoivent des services gratuits. Donc, par exemple, il y a les CPN1, les consultations VIH, certains examens médicaux, les CD4 gratuitement. Et à la fin du mois ou à la fin de chaque trimestre, les formations sanitaires s'adressent au fonds régional et le fonds régional leur rembourse cet argent. Il faut préciser ici qu'il y a un mécanisme de contre-vérification avant remboursement de cet argent. Diapo.
Alors, dans ce processus-là, il faut s'assurer, dans ce processus de remboursement, il faut s'assurer forcément qu'on ait de bons outils et qu'on ait des outils adaptés. Parce que sinon, on se voit en train de rembourser aux formations sanitaires un argent qui n'a pas été véritablement dépensé. Donc, pour cela, dans le ministère de la Santé, a opté pour l'application OpenIMIS, la plateforme OpenIMIS, comme étant une solution qui, configurée, pourra répondre à la demande, c'est-à-dire que pourra effectivement vérifier les prestations effectuées avant remboursement dans les formations sanitaires. Diapo. Alors, pour cela, il y a eu donc un appui de la GIZ pour l'implémentation de ce projet. Comme tout nouveau projet, nous avons opté d'abord pour 55 formations sanitaires pilotes dans la région du centre et pour 40 formations sanitaires pilotes dans la région du nord-ouest. Alors, nous allons donc partager clairement l'expérience pour ce qui est du Cameroun, comment ça s'est passé pour ce qui est de la région du centre, autant pour moi, comment ça s'est passé dans nos 55 formations sanitaires pilotes. Diapo. Alors, ça me permet aussi de revenir sur tout ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a eu de prime abord une formation des formateurs, parce qu'il faut dire ici que les rôles sont à deux niveaux. Il y a le rôle du point focal OpenIMIS, qui est moi, par exemple, donc c'est l'organe, cette personne-là est celui qui réside dans l'organe qui est comme l'organe de remboursement, le fonds régional. Maintenant, dans les différentes formations sanitaires qui travaillent avec nous, on a encore des différents points focaux qui, eux, récoltent l'information, l'enregistrent et font remonter au fonds régional. Alors, pour ce qui est des rôles d'un point focal OpenIMIS, pour ce qui est de toute la région, il a le rôle de droit, bien le rôle alors, on va dire ça comment, parmi ses prérogatives, il doit vérifier les demandes de remboursement, il doit transmettre les factures des prestations au FOSA, il doit former les utilisateurs en continu et s'assurer de leur renforcement de capacité. Alors, pour ce qui est des points focaux des différentes formations sanitaires, ils doivent enregistrer les bénéficiaires, c'est-à-dire que quand une nouvelle personne vient dans la formation sanitaire, ils ont le devoir de pouvoir enregistrer cette nouvelle personne. Ils doivent entrer les données des prestations qui sont attribuées ou allouées à ces personnes-là. Ils doivent soumettre les données, les prestations enregistrées au fonds régional et ensuite, ils doivent extraire les factures une fois que le fonds régional leur a renvoyé ces factures, ils doivent les extraire pour pouvoir avoir ça en document physique. Diapo. Alors, de l'expérience du Cameroun, c'est en février de l'année 2021 que nous avons débuté avec OpenIMIS et nous avons débuté par la formation des formateurs. Alors, la formation des formateurs s'était tenue sur pratiquement une vingtaine de personnes pendant 2 à 3 jours où nous avons reçu la formation sur l'utilisation d'OpenIMIS du point de vue administrateur, du point de vue utilisateur proprement dit. Donc, après cela, ces formateurs-là ont eu à former les points focaux des 55 formations sanitaires pilotes. Alors là, nous avions fait, la première formation avait tenu sur 3 jours et la deuxième formation, elle avait tenu sur 4 jours, c'est-à-dire en 2 pôles. Le premier pôle avait fait 2 jours de formation et le deuxième pôle avait fait 2 jours de formation. Ensuite, diapo, s'il vous plaît. Alors, il faut le dire que après ces 2 formations, nous avons constaté beaucoup de boulot d'étranglement à l'implémentation de la plateforme OpenIMIS parce que 1 mois plus tard, nous avons eu les formations en février et 1 mois plus tard, une analyse en mars nous avait montré que nous étions à 25 formations sanitaires pilotes qui remplissaient effectivement la plateforme OpenIMIS sur les 55 de départ. Alors, une analyse des causes, des raisons pour lesquelles nous avions ce gap, une analyse nous a permis de pouvoir déceler plusieurs causes de cette non-conformité. Alors, au niveau des FOSA, nous avons eu la faible maîtrise de la plateforme OpenIMIS au sein de ces FOSA. Alors, ça me permet de revenir sur la question qui était de savoir, faut-il choisir des personnes qui, forcément, ont des notions en informatique. Alors, nous, au Cameroun, nous avions choisi vraiment des personnes lambda. Et pour un début, ça avait été difficile parce qu'on avait des personnes qui ne savaient même pas démarrer un ordinateur. Et pour ça, il fallait vraiment des
descendre au niveau B à bas de la chose. Alors, lors de la première formation reçue, on n'avait pas pu faire ce gap-là. Ce qui fait que quand ces personnes-là, oui, séance tenante, ils ont capté un ou deux trucs, une fois retournés dans leur formation sanitaire, ils ne parvenaient même plus à pouvoir utiliser la plateforme. Nous avions aussi le manque des ordinateurs au sein des formations sanitaires pour renseigner les demandes parce que, alors, dans une formation sanitaire, vous pouviez avoir une seule machine pour tout ce qui concerne les datas. Alors, à ce moment, ça devient compliqué parce que si on a plusieurs programmes, la machine ne pourra pas toujours être disponible pour enregistrer les prestations OpenIMIS. Et nous avons des formations sanitaires au Cameroun qui ont vraiment une très large file active. Donc, du coup, on a parfois près de 500, 300 personnes, 400 personnes par jour. Et la personne ne peut pas, l'agent qui remplit ça ne peut pas accumuler le travail. Donc, il fallait un ordinateur vraiment dédié à la plateforme OpenIMIS. Diapo. Alors, de plus, nous avions aussi le nombre de personnes capacité qui était réduit parce que au départ, nous avions formé une personne, un représentant par formation sanitaire. Et après, vous avez des personnes qui peuvent aller en congé, vous avez des personnes qui peuvent être absentes, vous avez des personnes qui peuvent être indisponibles. Et à ce moment, il n'y a pas le relais. Alors, comme cette personne-là qui était venue en formation n'avait pas forcément la maîtrise pour pouvoir relayer l'information dans leur formation sanitaire, du coup, on avait véritablement un nombre de personnes réduit dans les formations sanitaires. Alors, en plus de ça, nous avions les manques. Le manque de motivation pour les agents de remplissage de ces informations qui estimaient que c'était un travail supplémentaire qu'on leur donnait. Ils estimaient qu'ils avaient besoin d'une motivation pour pouvoir remplir ces données parce que ceci leur prenait énormément de temps. Alors, et nous avions aussi l'absence de connexion Internet pour accéder à la plateforme parce que ça, faut le dire, ça demande beaucoup de data pour pouvoir utiliser la plateforme, surtout que c'est directement en ligne que les enregistrements se font. Diapo. D'accord. Alors, pour cela, nous nous sommes assis et nous avons réfléchi à pouvoir contextualiser cela en fonction de la demande ou bien des nécessités liées au Cameroun. Donc, nous avons donc réorienté parce que nous avions constaté plusieurs boulots d'étranglement, comme je vous le disais. Au départ, il y avait le choix des personnes qui n'étaient pas bons pour la formation. Il y avait ensuite la durée de la formation qui n'était pas bonne, l'absence des machines et aussi de la connexion Internet et enfin la motivation. Donc, ce que nous avons donc fait, nous avons fait un plan de mesures correctives au fonds régional que nous avons appliqué. La première des choses, c'est que nous avons opté pour un coaching side by side. Donc, nous sommes sortis complètement du système de formation où on avait des participants en salle et tout, mais nous sommes descendus sur le terrain. Donc, il était question pour nous vraiment de nous rapprocher le plus possible. Donc, nous arrivions dans une formation sanitaire et puis nous prenions 2 à 3 personnes avec qui nous passions pratiquement 4 à 5 heures. Nous leur montrons comment utiliser la plateforme et de bout en bout, eux aussi, ils utilisaient avec des exemples, donc vraiment, nous leur accordions du temps. Alors, la deuxième des choses, c'est bien de pouvoir former des gens, mais encore faut-il pouvoir leur laisser un document de telle en sorte que s'ils ont la moindre demande, ils peuvent clairement y réagir. Donc, il était donc question pour nous surtout de produire un document qui est adapté au contexte du Cameroun. Qui est adapté au contexte du Cameroun. Donc, pour cela, nous avons donc opté pour un document qui était vraiment, alors, basique, vraiment basique, ce qui permettrait que, qu'importe la personne qui se trouve, qu'importe le milieu, qu'importe l'endroit, même si quelqu'un n'a pas une formation en informatique, même si c'est un enfant de, je vais dire vraiment n'importe quoi, un enfant de 6e, il soit capable de pouvoir utiliser la plateforme OpenIMIS. Pour cela, nous avons donc rédigé un manuel d'utilisateur de la plateforme OpenIMIS hyper détaillé. Donc, nous avons pu ressortir un certain nombre de procédures qui pourraient permettre à un utilisateur d'utiliser la plateforme de bout en bout. Nous avons respecté les principes de la norme ISO 9001 de 2015, ISO, oui, pour pouvoir le système de management de qualité pour pouvoir rédiger les procédures. Nous avons tenu une commission de validation de ces procédures avec les utilisateurs parce que, sachant que certes, c'est le fonds régional peut-être qui va les superviser, mais c'est eux les utilisateurs, donc nous nous sommes rapprochés d'eux, nous nous sommes rassurés qu'ils soient bien en accord
d'accord avec ce document, qui comprennent clairement ce document. Et nous avons donc sorti le document. Donc là, c'est la première page, un peu comme la page de GATT qui introduit le document. C'est un cahier avec des pages en plastique qui permettent à nos utilisateurs de clairement voir les différentes étapes. Diapo, s'il vous plaît. Alors, le manuel dont je parlais répondait à plusieurs questions, ou répond, c'est mieux de le dire ainsi, répond à plusieurs questions. La question qui, c'est-à-dire qui est concerné par l'utilisation d'OpenIMIS. Il fallait clairement définir les rôles. Parce qu'aujourd'hui, on a au Cameroun, par exemple, on a la formation sanitaire. Le responsable même de la formation sanitaire, lui, il doit avoir accès à OpenIMIS, mais il n'a un accès qu'uniquement en mode vision. Il ne peut pas effectuer des manipulations. On a le vérificateur ou l'ACRR qui, lui, peut effectuer des manipulations, mais à un endroit limité. Il ne peut pas faire certaines modifications. On a le fonds régional, on a le niveau central. Donc, vraiment, dans notre manuel, nous avons segmenté tous les différents utilisateurs, dire qui fait quoi. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que il faut bien savoir si je dis tel a le droit de remplir tel élément, il faut que je le dise pourquoi il doit remplir. Où, c'est-à-dire où cela se produit, dans quelle case il doit cocher, à quel moment il doit cocher, dans quel lieu il doit cocher. Ensuite, nous avions le camp. Il y a une périodicité. Normalement, les factures OpenIMIS, ils doivent nous les envoyer de façon mensuelle. Ça, c'est très clairement défini dans le manuel. La vérification, ils doivent le faire de façon journalière, y compris l'enregistrement. Alors, le comment, c'est-à-dire que la méthode utilisée, il faut qu'ils sachent qu'ils ont besoin de la connexion Internet pour pouvoir remplir les informations dans la plateforme OpenIMIS. Et pourquoi, à quoi servent véritablement les données qui sont renseignées dans la plateforme OpenIMIS. Donc, vraiment, c'est à cette question-ci que répond le manuel que nous avons mis sur pied, ce qui permet à toute personne qui, même n'ayant pas été formée véritablement ou encore ayant été formée et ayant oublié, peut clairement utiliser la plateforme OpenIMIS. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, de ces différents points du QQ au QCP, nous avons pu donc ressortir 8 procédures d'utilisation de la plateforme OpenIMIS. Alors, vous serez un peu surpris. La procédure numéro 1, c'est procédure de connexion à la plateforme. Oui, parce que nous sommes vraiment descendus au niveau où on disait à nos utilisateurs, alors, sur un ordinateur, vous allez voir un bouton avec un rond, avec un bonhomme, et vous cliquez dessus. Là, nous sommes sûrs que même si la personne sort dans le sommeil, il va pouvoir utiliser la plateforme. Alors, nous leur conseillons, par exemple, vous avez tel navigateur que vous pouvez utiliser, vous avez tel autre navigateur. Ensuite, nous avons la procédure d'ajout d'un bénéficiaire. C'est la deuxième étape. Une fois votre ordinateur allumé, vous êtes connecté à la plateforme OpenIMIS, vous devez pouvoir ajouter le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est le nouveau patient qui vient. Au Cameroun, on a tendance, nous protégeons le patient VIH. Nous ne l'appelons pas patient, et nous l'appelons bénéficiaire du service. Ça, c'est pour éviter une certaine stigmatisation. Donc, dans la plateforme OpenIMIS, vous ne verrez nulle part mettre en avant le malade. Non, nous l'appelons le bénéficiaire. Ensuite, nous avons la procédure d'affectation d'un paquet de services. Alors, ici, il est question de définir la police, c'est-à-dire que est-ce que c'est un VIH test ou un VIH soin? VIH test, c'est-à-dire que je viens pour la première fois et je viens juste me faire tester. VIH test, c'est que je suis déjà déclaré patient VIH et cette fois-ci, je viens pour un suivi. Donc, il y a la procédure pour ce niveau, cette étape-ci. Ensuite, nous avons consulté la liste des bénéficiaires, c'est-à-dire que je veux la liste de tous mes patients VIH. J'ai ma procédure pour cela. L'enregistrement des prestations de soins. Par exemple, je veux une CPN1, je veux un test VIH. Clairement, j'ai ma liste déjà qui est prédéfinie. J'ai ma procédure qui me dit où cliquer, quand, quoi et comment. Alors ensuite, nous avons la procédure de vérification des prestations enregistrées parce qu'une fois les prestations enregistrées, il est important que celles-ci soient vérifiées avant de les soumettre au fonds régional. C'est effectivement la procédure suivante, la procédure numéro 7, qui est la soumission des prestations offertes. Et enfin, nous avons la procédure de production du rapport. Diapo. Donc, de ces 8 procédures, nous nous sommes proposés de vous faire l'image d'une procédure. Donc, la première page, alors la procédure uniquement pour la connexion de la plateforme à la plateforme OpenIMIS, elle tient sur 4 pages. Vous verrez la première, la deuxième, la troisième et la quatrième.
Alors, le sommaire contient l'objet de la procédure, le domaine d'application de la procédure, les documents de référence, parce que il faut comprendre que pour mettre des informations dans la plateforme OpenIMIS, on part d'un document. Quel est notre document de référence? Les instructions supplémentaires que l'agent ou bien le point focal OpenIMIS doit pouvoir avoir pour ce qui est de cette étape. La description de la procédure, le document associé. Le document associé, c'est le document qui ressort de la procédure. Donc, une fois que le travail a été fait, qu'est-ce qu'il en ressort? Et enfin, le logigramme de la procédure. Alors, pour ce qui est de l'historique des révisions, étant donné que la procédure est un document qui est vivant, il est possible que au bout d'un an ou au bout de 2 ans, il y ait des modifications qui soient faites et que le document soit caduque. Alors, il faut clairement que les gens comprennent qu'il y avait une ancienne version, il y avait une nouvelle version. Donc, c'est là au niveau de l'historique de révision qu'on sache qu'il n'y a pas la première version a eu lieu en telle période, il y a eu des modifications qui ont conduit à telle période et tout. Et ensuite, vous avez les destinataires. Alors, ça, c'est le niveau d'implémentation. Par exemple, vous verrez pour ce qui est de la première ligne, le fonds régional, la délégation, le GTR-SIDA, le ministère de la Santé publique, le CNLS, la DELMEP. Alors là, ce sont les différentes institutions qui ont différents rôles. Vous verrez, la première ligne, c'est pour information. Ça veut dire que pour ce qui est de la connexion, par exemple, je prends le cas du ministère de la Santé publique. Si le ministre de la Santé publique souhaite se connecter à la page OpenIMIS, ce sera juste pour information parce qu'il n'a pas le droit ou il n'est pas autorisé, c'est mieux de le dire ainsi, il n'est pas autorisé à pouvoir effectuer des manipulations. Donc ça, c'est très clairement précisé. Celui qui a le droit d'effectuer des modifications et celui qui a juste le droit de s'informer et de regarder. Alors, par contre, vous verrez que pour ce qui est du deuxième cadran, la FOSA, elle a le droit pour application. Maintenant, à ce moment, on peut étendre le rôle du ministre parce qu'on peut se dire, OK, le ministre veut faire une vérification des prestations. Et là, maintenant, on lui donne l'autorisation et il peut appliquer. Alors, pour ce qui est du numéro de diffusion, nous suivons nos documents, c'est-à-dire que quelqu'un au Cameroun ne peut pas se permettre de produire une procédure d'utilisation OpenIMIS lui-même parce qu'il y a un numéro de diffusion. Nous savons clairement que dans telle administration, nous avons déposé tel nombre de copies et ceci est destiné à tel nombre de personnes. C'est suivi, il y a une certaine traçabilité de la chose et en cas de modification, nous pouvons donc clairement retirer ceux qui sont caducs et mettre à disposition ceux qui sont à jour. Alors, pour ce qui est de renouveler avant, étant donné, comme j'ai dit plus haut, que la procédure, elle est vivante, nous donnons une période de renouveler, pour renouveler le document, pour faire une révision, pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu des modifications sur la plateforme entre-temps. Au cas où il y a une modification, il est important de faire une révision du document. Alors, l'exemplaire, comme je le disais, par exemple, actuellement, nous avons produit 55 exemplaires, donc nous savons exactement qu'il y a 55 exemplaires qui circulent au Cameroun pour ce qui est de l'utilisation. Pour ce qui est de l'information, nous avons aussi un nombre bien défini d'exemplaires. Alors, les personnes, il y a forcément un rédacteur, la personne qui rédige la procédure, il y a un vérificateur, il y a un approbateur. Donc, rentrons dans la procédure proprement dit de la connexion à la plateforme Internet. Nous disons, à la plateforme OpenIMIS, autant pour moi, nous disons que les éléments nécessaires de cette procédure a pour objet de définir les modalités de connexion à la plateforme OpenIMIS par les utilisateurs. Elle décrit les éléments nécessaires de la connexion et la méthode de connexion. Donc, la procédure explique comment l'utilisateur de la plateforme OpenIMIS doit faire pour se connecter. Vous avez le domaine d'application, c'est-à-dire que cette procédure s'applique dans la région du centre pour pouvoir se connecter à la plateforme OpenIMIS. Alors, les responsabilités. Il est de la responsabilité du point focal d'OpenIMIS de veiller à l'application de cette procédure. Il est aussi responsable des différents intervenants appliqués à la présente procédure. Alors, le point focal OpenIMIS doit s'assurer de faire connaître la présente procédure, de la faire respecter et de veiller à ce que tous les intervenants disposent des moyens nécessaires pour l'appliquer. C'est-à-dire que dans une formation sanitaire, il doit avoir un point focal. Maintenant, ce point focal-là peut avoir une équipe avec qui il travaille. Mais la personne qui est garant,
c'est le point focal. Donc, lui, son rôle, c'est de se rassurer que la procédure sera effectivement normalement utilisée. Les documents de référence et la décision du ministère de la Santé publique et le manuel d'utilisation de la plateforme OpenIMIS que Daniela nous a proposé plus haut. Alors, le document de référence, pourquoi la décision? Parce qu'on va se demander pourquoi utiliser la plateforme OpenIMIS. Nous utilisons la plateforme OpenIMIS parce qu'il y a eu au préalable une décision du ministère de la Santé publique qui a dit que nous devions maintenant permettre aux personnes vivant avec le virus du sida de se soigner gratuitement. Et ensuite, le ministère de la Santé a donc mis à disposition l'outil OpenIMIS pour pouvoir faire une vérification. Les différentes abréviations, par exemple, quand je dis ministère de la Santé, il faudrait que quelqu'un qui a peut-être oublié ce que veut dire ministère de la Santé comprenne clairement que c'est le ministère de la Santé publique. FOSA, c'est formation sanitaire, dont nous détaillons vraiment toutes ces informations. Alors, instructions supplémentaires, c'est par exemple la connexion sur la plateforme OpenIMIS se fait via un ordinateur, une connexion Internet et un compte utilisateur. Vraiment, nous sommes descendus au niveau BABA pour permettre à tout le monde de pouvoir utiliser. Alors, maintenant, pour ce qui est de la description de la procédure proprement dite, comment donc se connecter à la plateforme OpenIMIS? Première des choses, nous devons d'abord démarrer notre ordinateur. Deuxième des choses, nous devons nous connecter à un réseau Internet. Troisième des choses, nous devons ouvrir un navigateur. Nous proposons clairement Chrome, Explorer, Mozilla. Quatrième étape, diapo précédente, s'il vous plaît. Merci. Quatrième étape, nous devons saisir l'URL. Nous précisons l'URL parce que quelqu'un peut oublier. Il faut qu'il entre les données. Ensuite, cinquième étape, nous saisissons notre nom d'utilisateur. Ensuite, notre mot de passe réservé dans le champ qui est réservé. Alors, il y a des notes qui apportent certaines précisions. La dernière image, c'est clairement la version imagée de tout ce qui a été dit de façon littéraire. Prochaine diapo. Alors, le dernier élément qui est la mise à disposition des ordinateurs auprès des parties impliquées pour pouvoir résoudre nos problèmes rencontrés plus haut. Il faut le dire qu'aujourd'hui, la GIZ a mis à disposition des ordinateurs pour toutes les FOSA pilotes dans la région du centre. Et la dernière diapo qui est la conclusion. Donc, la méthodologie utilisée nous a permis d'augmenter le nombre de FOSA utilisant efficacement ce logiciel. Il faut le dire aujourd'hui que nous sommes passés de 27 en mars à 35 formations sanitaires qui remplissent continuellement la plateforme OpenIMIS. Nous avons toujours des goulots d'étranglement tels que la connexion Internet, la motivation, mais nous y travaillons pour. Sur ce, merci pour votre aimable attention.